Et bonjour à toutes et tous sur la chaîne YouTube. Nous jouons au quiz astrospatial. Quiz avec un seul Z, je viens de l'apprendre. Et oui, je ne savais pas depuis tout ce temps. Depuis 37 ans, je ne savais pas que quiz avec un seul Z. Donc nous jouons au quiz astrospatial. C'est la spécialité de cette chaîne Twitch. Tous les soirs, toutes les sessions, donc 3 fois par semaine, mardi, jeudi et samedi soir 20h45, nous faisons un quiz astro, des actus astro et du jeu, soit en solo, soit en collab, ou alors des Lego et des choses diverses et variées. Voilà. Quoi dire de plus? Ce soir, la thématique, ce sera les sondes spatiales. Voilà. La première, c'était planète, la deuxième, c'était étoile, là, ce sera sonde spatiale. Des thèmes que l'on reverra plusieurs fois, puisqu'il n'y a que 10 questions à chaque fois. Et vous apprenez au fur et à mesure, donc peut-être qu'au bout d'un moment, je mettrai des quiz plus compliqués, je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, les règles du jeu. Les règles du jeu sont très simples. Si vous êtes actuellement sur YouTube, il n'y a pas de règle du jeu pour vous, c'est juste un point par bonne réponse, voilà, c'est tout. Mais si vous êtes actuellement en live, et donc si vous voulez venir en live et remonter le temps pour revenir avec nous tout de suite, là, avant de nous faire spoiler les résultats, allez sur Twitch, l'adresse qui s'affiche actuellement au-dessus de ma tête. Ah non, c'est un petit peu, attendez, il y a un petit problème, c'est un petit peu bas. L'adresse qui s'affiche actuellement, voilà, sur ma droite. Twitch.tv/galacticamille et donc vous avez aussi également, je vous donne ça tout de suite, ça sera fait, le Discord de la chaîne, voilà, la Fédération Galactique. Vous recopiez ces petits caractères ici, si le chat de Technoviking veut bien se déplacer, voilà, c'est bon. Vous avez également le Utip pour m'aider à financer la chaîne, en plus des abonnements Twitch, qui je le rappelle m'aident à financer les jeux, le matériel et autres. Et puis surtout, si vous vous abonnez sur Twitch, vous avez accès aux émoticônes Milky qui sont ici. Voilà, Milky étant la mascotte de la chaîne, la petite minette chastronaute dessinée par ma chérie Fidafid, si vous le cherchez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je pense que c'est bon. S'il reste juste le Twitter, et ce sera bon. Voilà, voilà le Twitter. Allez, je mets le quiz en route. Donc je rappelle bien sûr que si vous êtes actuellement là et vous voulez jouer au quiz kit, assurez-vous d'avoir bien fait ceci. Voilà, n'oubliez pas d'activer quiz kit en cliquant sur l'icône quiz kit sur la droite de l'écran vidéo. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que le chat, je vais le remonter un peu parce que je vois qu'avec le quiz, c'est un peu caché. Il est où le chat? Chatbox. Hop, je remonte un tout petit peu la chatbox. Voilà. Du coup, si je fais ça, ça remarche un peu mieux. Quiz kit. Voilà. Il faut cliquer dessus. Voilà. Donc vous cliquez sur l'écran, il y a un petit onglet quiz kit qui apparaît et vous cliquez dessus, vous cliquez sur visible. Voilà, donc les règles du jeu est très simple. Si vous répondez juste à une question, vous avez des points positifs. Si vous répondez rapidement à la question, vous avez encore plus de points positifs. Si vous répondez faux à la question, vous avez des points négatifs. Et si vous répondez rapidement et faux, vous avez encore plus de points négatifs. Voilà. Ce qui fait que si vous ne savez pas répondre à une question, il vaut mieux ne pas répondre. Et, enfin, sauf si vous voulez tenter le hasard. Et si vous arrivez en cours de route, vous pouvez quand même jouer, puisque peut-être qu'avec une question, vous allez faire un score fabuleux et battre tout le monde avec une seule question. C'est possible. Voilà. Et moi, je vais boire parce que j'ai déjà soif. Allez, 10 questions. 10 questions. Je rappelle que j'ai mis un temps de latence afin que toutes vos réponses m'arrivent en même temps. Et donc, c'est normal si ça patiente un petit peu entre chaque question. Voilà. Allez, c'est parti. Start game. Celle-là... Attendez, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. J'ai effacé le quiz de l'écran. Ça ne va pas du tout. Voilà, quiz kit. Your quiz. Décidément, aujourd'hui, c'est difficile, hein. Bon, hop. Paf, voilà, c'est bon. Est-ce que ça marche maintenant ou pas? Voilà, maintenant ça marche, c'est bon. Allez, c'est parti pour la première question. Il faut le temps que les règles du jeu arrivent chez tout le monde. Allez. Alors j'espère que QuizKit ne va pas planter comme c'était le cas de Facebook, Snapchat, Twitch. C'était un petit peu la brochette récemment. Allez, c'est parti. On est là pour jouer, on répond à tout. Et oui, bravo, c'est un bon état d'esprit. Alors,
Comment s'appelle l'hélicoptère drone en opération actuellement sur Mars? Est-ce que c'est Integrity? Est-ce que c'est Immensity? Est-ce que c'est Ingenuity? Ou est-ce que c'est Intercity? On te voit, Céline 21, en train de cacher les réponses avec ton petit chat. Les petits chats, je vais les descendre un petit peu afin qu'ils ne soient pas trop devant les réponses. Tac, voilà. T'as plus le bandeau? Comment ça, t'as plus le bandeau? Si, il est là, c'est bon là. Recherche peut-être la page pour le 5 TDI? Tout le monde a bien eu la première question, c'est bon ou pas? Twitch est open source, on se souvient. Exactement, tout à fait. D'accord, mais là, t'as pu répondre ou pas pour le 5 TDI? Ok, super, ben on y va alors. Donc la réponse, c'était une question facile, hein. C'était Ingenuity, bravo pour celles et ceux qui ont trouvé. Les autres sont de pures inventions, même si Integrity, ça pourrait coller, puisque à la base, c'était un... J'essaie de faire avaler la défaite à la personne qui a répondu Integrity. Integrity, ça aurait pu passer, puisque l'hélicoptère était à la base un hélicoptère de test, et il a tellement bien marché qu'en fait, finalement, ils ont prolongé sa mission pour en faire une vraie mission de reconnaissance pour le rover Perseverance. Voilà. C'est les boucles oreilles. Bienvenue à toi. Bon bah c'est pas grave, Adam Terre, c'est pas grave. Maintenant tu sauras. C'est Ingenuity qui s'appelle, le petit hélicoptère. Je vais vous le montrer quand même. Je vais vous montrer. Attendez, il faut que je vous le montre. Ingenuity. Voilà. Je vais vous le montrer. Ah, ça c'est moche ça. Je voudrais une vraie photo d'Ingenuity sur Mars, ce serait bien. Quand même. Voilà. Est-ce que c'est le truc? C'est là. Voilà. Voilà Ingenuity. Il ressemble à ça, le petit. Voilà, voilà. L'hélicoptère actuellement à l'arrêt cause de conjonction Mars-Soleil-Terre. Ah oui, c'est vrai, ça. Mars est derrière le Soleil actuellement. Et qui dit derrière le Soleil dit pas de communication possible. En tout cas, pas encore. On n'a pas encore suffisamment de sondes dans... Oui? Faut que tu remontes dans l'image. Ah oui. On n'a pas encore suffisamment de sondes dans l'espace pour faire des relais dans les cas où justement la planète en question est derrière le Soleil. Mais ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. On aura un réseau suffisamment grand pour ça. Voilà. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Hop. Tac. Question suivante. On reste toujours dans les sondes planétaires. Plus de sondes et des points de Lagrange. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc à des points où la gravité s'équilibre entre les différents corps autour desquels on se trouve. Par exemple, il y a un point de Lagrange, il y a deux points de Lagrange en devant et en arrière de l'orbite de Jupiter, rappelez-vous, où il y a des astéroïdes qui sont bloqués là, des Troyens et les Grecs. Allez, c'est parti. Comment s'appelle la sonde interplanétaire qui a survolé Pluton en juillet 2015? Est-ce que c'est New Frontiers? Est-ce que c'est New Voyager? Est-ce que c'est New Explorations? Ou New Horizons? Les deux premières questions sont assez faciles. Vous devriez y arriver. Je pense que vous y arriverez. Bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés. N'oubliez pas que pour jouer au quiz, il faut activer l'onglet Quiz Kit en cliquant, comme c'est indiqué ici, sur le côté de la vidéo. Les points de Lagrange, faut pas en faire tout un foin. Exactement. Je pense que ça mérite bien un petit JDMI, ça. C'est la deuxième question. Et donc vous aurez la deuxième question. Tu peux encore te rattraper. Score N à N. Ah zut. Ça fera toujours N à N ou ça va se rattraper, j'espère? Allez, c'est parti. Reveal answer. C'était donc New Horizons. Les autres sont des inventions. C'était New Horizons, donc une sonde qui est arrivée à Pluton en 2015 et qui ensuite est partie voir un autre objet transneptunien. Ça a été compliqué, c'était en 2019. Hein. Il a fallu calculer une nouvelle trajectoire avec le carburant disponible. Et le souci, c'est que il fallait trouver un objet à aller visiter. Voilà la sonde New Horizons.
Et ben voilà, il fallait entre-temps trouver un objet, trouver la bonne trajectoire, calculer comment dire, en tenant compte du carburant qu'il restait. Voilà, donc c'est la sonde New Horizons. Je vous invite à aller voir tout ça. Donc elle est passée à 52 000 km/h à côté de Pluton. Alors c'était, je sais plus à quelle distance, c'était à plutôt flyby. Non, c'est pas ça. Ce que je cherche, c'est voilà. À quelle vitesse à quelle distance elle est passée, je ne me souviens plus, il y a quelques dizaines de milliers de kilomètres. Oh là là. Est-ce que je peux avoir peut-être un contrôle F survol? Alors. Survol. Oui, survol, je sais, d'accord, très bien. Je veux la distance, s'il vous plaît. La distance. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. Ma mince, alors, attendez, si je demande à Google directement, survol, Pluton, distance, New Horizons. Je me souviens plus de la distance exacte. Mais je veux pas la distance au Soleil. À peu près de 6 milliards de kilomètres, mais c'est pas ça que je veux. Survol, qu'est-ce que... 58 km/h. Comment je pourrais trouver rapidement la distance de sur... Ah, attends, si je mets altitude peut-être. Altitude. Voilà. Alors, 12 000 km. Voilà, ça y est, c'est bon. 12 000 km d'altitude. 12 000 km d'altitude. Et si je cherche, attendez, si je regarde... si je cherche... plutôt flyby. Normalement, on doit avoir... voilà. On doit avoir ce qu'il faut ici. Voilà. Regardez donc ce magnifique survol de Pluton. Donc c'est des images reconstituées à partir de tous les clichés qui ont été faits. Avec la mesure de l'altitude, on a pu reconstituer un petit film en 3D comme ça. Ce sont des montagnes de glace, hein, principalement. Il y a de la roche dans Pluton, mais à la surface, sur toute la glace, dans le manteau et sur la surface. Les cailloux là-bas, ici, sont faits de glace d'eau, hein, parce qu'il fait tellement froid que la glace est bien dure. Le rouge, ça peut, je sais plus ce que c'est, mais c'est en général quand c'est rouge comme ça, c'est soit une altération de la surface due au rayonnement cosmique, pardon, soit comment dire, du sel qui aurait refait surface, des choses comme ça. Je sais plus ce qu'il en est pour Pluton. Voilà, donc voilà Pluton vu de très près. Donc ça c'est fait à partir des images de New Horizons. Voilà. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Ma chérie qui est en train de faire un câlin au chat, je crois. Oui, tu fais un câlin au chat. Hop. D'ailleurs, c'est la même glace que chez nous, c'est de la glace amorphe. Oui, c'est un état particulier de la glace, hein. C'est quand c'est très froid ou très compressé, c'est ça? Je sais qu'il y a plusieurs états de la glace, effectivement, je les connais pas tous, mais il y a différents états de glace, effectivement. C'est une sonde qui a joué à Animal Crossing. Pluton n'est pas un animal. Je suis pas d'accord. 52 000 km/h, elle ne voulait pas rester pour pas devoir de fric à Tom Nook. Attends, j'ai pas compris là. Je comprends pas toujours vos blagues. Désolé. Oui, le thème ce soir, c'est les sondes spatiales. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Next question. Combien de sondes interplanétaires ont survolé Uranus? 2, 1, 0 ou 3? Et je ne lirai pas cette question en anglais, non. Je ne lirai pas cette question en anglais. Non. Ah, Animal Crossing New Horizons. D'accord, très bien. À savoir que moi j'ai travaillé à la périphérie de cette mission spatiale puisque j'ai travaillé sur les anneaux hypothétiques de Pluton. Puisque Pluton ayant 5 satellites, on pensait qu'il était possible qu'il y ait des disques de débris qui se forment de façon transitoire autour de Pluton et qu'il fallait pas que comment dire, qu'un disque de débris soit autour de Pluton au moment où la sonde arrive. Ça aurait été un petit peu dommage de foncer à 52 000 km/h dans des petits cailloux. Donc on a fait les calculs, on a fait des observations par occultation stellaire, on n'a rien trouvé.
On n'a rien trouvé, et c'était quoi, je sais plus, on a rapporté une contrainte en fait que... je sais plus ce qu'on a trouvé exactement, c'était il y a longtemps, hein, c'était grosso modo, on n'a pas trouvé de cailloux de plus de telle taille en fait, c'est comme ça qu'on fait, hein. Rappelez-vous, hein, on cherche un cube dans une pièce, on commence d'abord par voir s'il y a des cubes de 1 mètre, s'il n'y en a pas c'est que c'est plus petit, etc. etc., etc. Voilà. Et c'était tout à fait possible qu'il y en ait, puisque si un caillou en orbite de Pluton finissait par tomber sur Pluton, eh bien la vitesse de libération de Pluton serait suffisamment faible pour que l'éjecteur parte dans l'espace, mais pas suffisamment grande pour que l'objet pas suffisamment faible, pardon, pour que l'objet s'échappe totalement du système. Voilà. Donc il risquait d'y avoir des débris comme ça. Et bon, heureusement, la sonde n'a pas rencontré d'avarie. Voilà. Joli crash test en perspective, tu m'étonnes. Donc, une seule sonde est allée autour d'Uranus. Elle a fait un survol, c'est la sonde Voyager 2. Alors, c'était... En quelle année? Neptune, c'était 89, et Uranus, c'était 86, je crois. C'est la sonde Voyager 2, donc qui a fait Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, Uranus, c'était en... Je vais vous dire ça. Survol de Voyager 2, 1986, c'est ça. Le 24 janvier 1986. Et donc, ce sont les seules images d'Uranus de près que l'on possède. Voilà, un petit croissant d'Uranus pour vous. Faut envoyer plein de sondes. Bah, le truc, c'est que... Là, c'est des missions qui partent très très loin pendant très longtemps. Elle est partie en 1977. Elle est arrivée à Uranus en 86. Ça fait une trotte quand même, hein. Ça fait une trotte 9 ans plus tard. Oui, Stardust a sûrement fait quelque chose là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? 86. Oui, 9 ans de voyage, c'est la durée du voyage aussi pour New Horizons, hein, de 2006 à 2015. Et ça, c'est des voyages de survol. Un voyage de survol, c'est toujours plus court, puisqu'on s'en fout d'avoir la bonne vitesse à l'arrivée, hein, il suffit juste de passer à côté. Donc en général, on passe à côté de façon perpendiculaire à l'orbite et c'est mort. Si jamais on veut, si jamais on voulait, comment dire, approcher le corps pour une future mise en orbite autour du corps, il faudrait un bon paquet de carburant pour ralentir en fait. Sinon là, c'est mort. Essayez dans le câble aspect programme, vous allez avoir du mal de faire un virage à 90 degrés une fois atteinte l'orbite de la planète. C'est compliqué. Voilà. Et on investit tout dans la recherche et l'éducation. Tout à fait. Si seulement c'était si simple. Et oui. Allez, on passe à la suite. Next question. La Callisto qui vient de passer. Où se situe la sonde interplanétaire Juno actuellement dans l'espace? En orbite de Saturne, au point de Lagrange L2 de la Terre, posée sur Mars ou en orbite de Jupiter? Mais il faut les utopistes là-dedans, c'est très important. Sans les utopistes, on n'avance pas. Parce que si on ne se contente que des petits rêves, et bien finalement on ne les atteint pas. Je pense. Satellite de Pluton pour les curieux, Charon, Nix, Hydra, Styx et Kerberos. Le nom de grec Cerbère parce que Cerbère est déjà pris. Merci Serine21, effectivement. On en avait parlé avant-hier. On avait fait il y avait une question aussi sur Pluton avant-hier, je sais plus. Non, je sais plus, c'est peut-être le premier quiz peut-être, je sais plus. Eh ben sans moi, les secondes, il ne ferait pas de physique. Exactement. Allez, c'est parti. Juno était bien en orbite de Jupiter. Elle y est toujours d'ailleurs. Elle fait des photos époustouflantes parce qu'elle passe à chaque fois très proche de Jupiter. On n'a jamais pu prendre des photos aussi proches de Jupiter. Alors pas Juno le film. Je veux Juno la mission spatiale. Et je vais essayer de vous trouver du coup... pardon. Des photos cool. Et de Junon. Je vous mets ça tout de suite. Voilà. Donc là je suis sur le site de la NASA. Je vous mets le lien hein, si vous voulez en voir plus. Hop. On ne pourrait pas trouver de successrice à notre streameuse. Bon, j'espère que tu ne vas pas me remplacer maintenant. Je commence juste. Gérard Junon. Sur un malentendu, ça peut peut-être passer pour le 5 TDI. Jupiter des neiges. Quand te reverrai-je, pays merveilleux.
Je sais, c'est pas lui, c'est Jean-Claude Duss. Regardez un petit peu ces clichés qu'a fait Junon. Donc là, en fait, vous voyez des nuages de méthane et d'ammoniac, d'eau aussi, j'imagine, dans une atmosphère d'hydrogène hélium, surtout l'hydrogène à cette altitude-là, je crois. Vous avez des cyclones, tout un tas de... Alors, je connais pas les noms des nuages, mais ce qui est sombre, c'est soit des nuages plus denses, soit des nuages plus profondément dans l'atmosphère de la planète. En fait, on voit différentes altitudes à la fois. Je crois que les deux bandes équatoriales de Jupiter sont plus élevées en altitude que le reste. Je vais vous montrer un peu d'autres exemples. Des choses très jolies. Regardez, c'est très joli ça aussi. Tous ces petits tourbillons là. Petits tourbillons qui font la taille de la Terre hein, quand même. Hein, donc avec des vents à plusieurs centaines de kilomètres heure, je pense que... ça rigole pas non plus, mais c'est quand même très joli. Regardez celui-là. Regardez celui-là comme il est beau. Un joli cyclone. Le tiramisu, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très joli? J'en avais vu d'autres des plus jolis encore. Ça, c'est très très beau, ça aussi, regardez. Voilà, je vous invite à aller voir du coup les photos que Juno a fait de Jupiter. C'est vraiment très très chouette. Je crois qu'il y a de la science participative avec Juno. Je crois, je suis pas sûr. Attendez. Est-ce que j'ai rêvé ou pas? Non, j'ai peut-être rêvé. Je crois qu'à un moment, il y avait de la science participative à faire sur les photos de Juno, mais j'ai peut-être rêvé. Voilà, donc allez vous renseigner sur une petite tourbillon, oui. Ce que je trouve magnifique, c'est les nuages polaires bleus de Jupiter. Ah oui, attends, je vais retrouver ça. Nuages polaires. Jupiter, pôle, peut-être, si je tape ça. Image of Jupiter. Ah non, il va pas trouver comme ça, je pense. Je peux peut-être scroller un petit peu, histoire qu'on tombe dessus. Ah, c'est peut-être ça? Ça a l'air d'être ça. C'est ça, hein? C'est ça, j'ai l'impression que c'est ça, oui. Alors, je sais pas à quoi sont... Je vous dis, la différence de couleurs, ça peut être la composition ou la profondeur des nuages. Après, je saurais pas vous dire exactement à tel endroit ou tel endroit ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Hein. Sur Jupiter, c'est une boule de gaz avec une atmosphère assez épaisse de gaz vraiment classique, d'hydrogène, avec des nuages de méthane, d'ammoniac, d'eau, etc. Et puis un peu plus profondément, ça devient plus dense, vous allez avoir un espèce d'état et un peu bizarre de l'hydrogène qu'on appelle métallique, parce que ça se comporte comme un métal. Ça doit être à mi-chemin entre un gaz et un liquide très très dense. Et puis plus bas encore, vous allez avoir de l'hélium, et encore plus bas, vous allez avoir le noyau de glace et de roche de Jupiter, qui faisait 40 fois la masse de la Terre au début de sa formation, hein, quand même. C'était assez costaud. Sauf que quand on dit un noyau de glace et de roches, c'est plus de la glace, hein, c'est des composés qui au départ dans le système solaire étaient de la glace, c'est-à-dire le méthane, l'azote, l'eau, l'ammoniac, tous ces trucs-là. Mais quand c'est au fin fond d'une planète géante de 140 000 km de diamètre, il fait très très chaud, vous imaginez bien que c'est plus de la glace au sens classique du terme. Voilà. De même pour Saturne, pour Uranus et Neptune, on appelle ça des planètes géantes de glace parce qu'elles ont eu en proportion plus de glace que de gaz à la formation par rapport à Jupiter et Saturne. Mais actuellement, pareil, il fait très chaud à l'intérieur et c'est sûrement pas de la glace. On peut pas faire une bataille de boules de neige à l'intérieur, quoi. Voilà. C'est pas bizarre, c'est juste une métallisation. Oui, mais c'est bizarre au sens où c'est un état de la matière qu'on ne croise pas tous les jours. C'est ça que je voulais dire, Techno-Viking. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Mais tu as raison, ce n'est pas... Bizarre n'est pas le bon mot. C'est parti, on continue. Combien de sondes se sont posées avec succès sur la surface infernale de Vénus? 1, 5, 0 ou 8? Sachant que la surface de Vénus, c'est 460 degrés, 90 bars de pression. Et jusqu'à une certaine altitude du sol, il pleut de l'acide sulfurique. Donc pas à la surface, mais juste au-dessus. Donc le trajet ne doit pas être très cool. Les conditions sont à peu près acceptables en termes de pression et de température à 75 km d'altitude. Voilà. D'ailleurs, c'est là que la NASA prévoit d'envoyer un jour des ballons à cette altitude-là. Pourquoi pas habiter la mission du projet HAVOC. H-A-V-O-C. Voilà. Si vous ne connaissiez pas. Ils n'auront pas l'intérêt à percer les ballons parce que s'ils tombent, ils sont foutus.
Qu'est-ce qu'on appelle avec succès? C'est-à-dire que la sonde a touché le sol et a fonctionné après. Sinon, on appelle ça un crash, le bouche d'oreille. Hop. Oh! Je vous ai eu. Aussi étonnant que ça puisse paraître, 8 sondes se sont posées avec succès sur la surface infernale de Vénus. Est-ce que quelqu'un sait comment elle s'appelle, comment dire, ce programme, comment il s'appelait? Et qui l'a fait? Je vous laisse chercher pendant que je récupère la page avec le tableau dedans. Alors, bravo les boucles aux oreilles. Ceci dit, on a enfin réussi à faire du dihydrogène métallique au laboratoire. Pour l'hydrogène métallique, on repassera. Oh, mais attends, mais c'est quoi les conditions aussi? Parce que c'est pas à pression et température de classique, j'imagine. Les sondes en question étaient des boules de pétanque en titane. Ah, mais c'était du solide. C'était du solide. Allez, c'est donc l'émission Venera du programme soviétique. Allez, je vous affiche ça. Hop. C'était des Lada, des Lada vénitiennes. Mais tu rigoles, mais le vaisseau Soyouz, il a quasiment pas changé depuis les années 60 en fait. Ils s'en servent toujours. Bon, il a été mis à jour, la fusée aussi, mais il a toujours à peu près la même architecture. Et il fonctionne toujours. Tant que ça marche, on le garde. Les États-Unis, ils ont changé je sais pas combien de fois de capsule quand même. Donc, mine de rien, c'est quand même une stratégie qui fonctionne. Hein. Donc, les sondes Venera, il y en a eu pas mal. Il y a eu tout ça. Voilà. C'est à partir de la sonde Venera 7 qu'on a eu des atterrissages. Et à part un atterrissage qui a foiré, mais qui a foiré autour de la Terre et non pas sur Vénus, eh bien, tout ont réussi. Venera 7, atterrisseur le 17 août 1970, arrivé le 15 décembre 70, premier atterrissage réussi sur le sol d'une autre planète. En plus, renvoi des données depuis le sol durant une vingtaine de minutes. Venera 8, atterrisseur 27 mars 1972, arrivé le 22 juillet 72, atterrissage réussi, survie durant 50 minutes. Ça fait 2 déjà. Venera 9, juin 75, arrivé le 22 octobre 75, l'atterrisseur survit à l'atterrissage et parvient à transmettre des photos en noir et blanc. C'est la première date, à chaque fois c'est le décollage. Hein. Venera 10, 4e, 14 juin 75, décollage, arrivé le 25 octobre 75, l'atterrisseur survit à l'atterrissage durant 65 minutes. Venera 11, 5e, survol atterrisseur, 78, arrivé le 25 décembre 78, l'atterrisseur survit à l'atterrissage durant 95 minutes, mais la caméra ne fonctionne pas, on peut pas tout avoir. Venera 12, 7, survol atterrisseur, 6, pardon. Arrivé le 21 décembre 78, l'atterrisseur suivait l'atterrissage durant 110 minutes. Venera 13, 7e sonde. 81, arrivé le 1er mars 82, l'atterrisseur survit à l'atterrissage et parvient à transmettre une photo en couleur. Il identifie sur le sol de Vénus une roche basaltique, la leucite, à l'aide d'un spectromètre. C'est-à-dire que non seulement ils sont arrivés sur le sol, mais en plus ils ont fait des trucs. Venera 14, dernière sonde. 81, arrivé le 5 mars 82, l'atterrisseur surveille l'atterrissage et identifie le sol de Vénus de la et identifie sur le sol de Vénus la Toléite, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quand même fou. Température, je sais pas. Pour la pression, on utilise des enclumes à diamant. D'accord. Les Lada n'ont pas changé. Oui, ça, c'est pas faux. Ah, admis, c'est pas pratique. Voilà. Les enclumes à diamant, c'est pas super pour monter si haut en pression. Pour le coup, c'est les diamants à... Non, je vous laisse discuter de tout ça. Ça date de quand? Ah, vous parlez des enclumes à diamant. Non, parce que Venera, ça date des années 70-80. Donc, pendant que les Américains étaient en train de jouer au golf sur la Lune, bah, les Russes étaient en train de... Ils se sont dit, je sais pas, ils se sont dit, c'est quoi la planète la plus difficile à atteindre et sur laquelle on crame le plus vite? Sur Vénus? Ok, on y va. Je vous conseille de jouer à Mars Horizon, c'est un jeu qui a été développé par l'ESA, et en fait vous refaites toute la conquête spatiale de la guerre froide à nos jours, et vous pouvez tenter comme ça de battre tout le monde en allant en premier sur Vénus ou en premier sur Mars, etc. C'est très rigolo. Je l'avais fait en live il y a très longtemps. Je pourrais le refaire d'ailleurs, ce serait cool. On passe à la suite. Ah non, si je voulais vous montrer Avoc. Attendez. La mission Avoc. Avoc NASA.
NASA, voilà. Très bien. C'est... Pas de mais, arrête de passer devant l'écran tout le temps. Voilà. Ça s'appelle High Altitude Venus Operational Concept. Voilà. Voilà. C'est un projet de la NASA qui n'est pas du tout au point, bien sûr, mais qui est en cours de réflexion. Allez, on passe à la suite. C'est compliqué avec le chat, là. C'est très compliqué. Allez, c'est parti. Quelle propulsion prévoit d'utiliser le projet Breakthrough Starshot, qui a pour objectif d'atteindre Alpha Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil? Est-ce que c'est la propulsion à l'antimatière? Est-ce que c'est la propulsion ionique? Est-ce que c'est la propulsion nucléaire? Ou est-ce que c'est la propulsion à l'aide de voiles solaires? Voilà. Je vous laisse réfléchir à la question. Et je m'aperçois que j'ai mis que 20 secondes pour la réponse, et pas 30. Désolé pour ça. Désolé pour ça. Alors. Sachant que c'est un vrai projet, hein, c'est pas de la science-fiction. C'est un vrai projet sur lequel les gens travaillent. Alors, après, est-ce que ce sera réalisé? C'est une autre histoire, mais en tout cas, ça n'est pas issu d'un roman de science-fiction. Peut-être inspiré, je ne sais pas. C'est parti. La réponse était les voiles solaires. Ça s'appelle Breakthrough Starshot. L'idée, c'est d'envoyer des microsatellites, des petits cubes, avec des voiles solaires de très grande taille, et d'être accélérés soit par la lumière du soleil, soit par un faisceau laser directement. Voilà le projet Breakthrough Starshot, donc ça ressemblera à un truc comme ça. Donc pour l'instant, il y a eu des essais de déploiement de voiles solaires dans l'espace. Je crois que le dernier en date a été un succès, mais c'est pas facile à faire. Les premiers, ils ont eu beaucoup de mal à le déplier. C'est un projet qui a été lancé début 2016 pour lancer des sondes, des milliers de sondes spatiales d'environ 1 gramme. Voilà. Et les voiles solaires, je sais plus quelle taille ça faisait, mais je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un projet qui est dans les cartons. Voilà, je vous laisserai regarder ça. Et je sais pas où ils en sont actuellement, mais ça m'a semblé intéressant de vous mettre ça dans les questions. Voilà leur site. Je vous laisse. Ouais, justement, c'est pour ça que j'y ai pensé pour le 5 J'ai pas encore vu sa vidéo avec Gulisbar, mais ouais, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur l'antimatière en propulsion, donc ça m'a inspiré la question du coup. Voilà, donc vous avez le site de Breakthrough Starshot. Alors, est-ce que ce sera un projet qui restera à l'état d'utopie comme... c'était quoi? C'était Mars One, je crois. On verra. On verra, l'avenir nous le dira. Il faudrait creuser un peu la question pour savoir si c'est du sérieux ou pas, mais en tout cas, c'est à l'étude. Comme on m'a dit voile solaire, je pense toujours à la planète au trésor. Ah, ça me dit rien du tout par contre. Le vaisseau de Doku, il avait une voile solaire? Ah oui, c'est vrai, il y a une sorte de parapluie ou je sais pas quoi, oui. Ouais, je crois bien, ouais. Je crois bien, Roland Tamo, je crois bien. Sachant que les 3 autres moteurs, hein, alors antimatière, je sais pas, mais en tout cas ionique et nucléaire, ionique est utilisé et nucléaire est à l'étude depuis un bout de temps. On a des sources d'énergie nucléaire dans les vaisseaux spatiaux, notamment les sondes qui partent très loin pour lesquelles les panneaux solaires sont plus suffisants, genre New Horizons, du plutonium à l'intérieur. Par contre, pour la propulsion nucléaire, c'est encore à l'étude. Voilà. Allez, next question. À quelle distance du Soleil se trouve actuellement la sonde interplanétaire Voyager 2? Est-ce que c'est 22,5 milliards de kilomètres? Est-ce que c'est 10,3 milliards de kilomètres? Est-ce que c'est 18,9 milliards de kilomètres? Ou est-ce que c'est 15,8 milliards de kilomètres? Je rappelle que la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, n'a plus grand intérêt d'être mentionnée à ces distances-là. C'est pour ça que j'ai dit à partir du Soleil. Le petit décalage distance Terre-Soleil n'est pas à prendre en compte ici. Et c'est une distance du mois d'avril 2021. Donc ce sera un petit peu plus aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir. Voyager 2 qui a été lancé en 77, qui a atteint Neptune en 86. Au-delà de l'héliosphère. Effectivement, elle vient de passer l'héliosphère, qui est la bulle de protection du champ magnétique du Soleil, sur laquelle bute une grande partie
des rayonnements cosmiques, mais pas tous. Il y en a qui arrivent même jusqu'à nous. Hein. D'ailleurs, il y avait une histoire rigolote. C'était une candidate à une élection aux États-Unis qui a eu 4096 voix de plus que ce qu'elle n'a eu en réalité. Et donc ils sont allés voir parce que ça ne correspondait pas au bulletin de vote. Et 4096, c'est louche en informatique. Hein. C'est comme 256, 1024, 512, tout ça. C'est louche quand ça arrive. Parce que c'est des multiples de 8 et que dans un octet il y a 8 bits. Et il se trouve que c'est un rayon cosmique qui a frappé un bit du disque dur et ça a allumé 4096 voix de plus. Ça s'appelle un bit flip et ça arrive de temps en temps dans tout ce qui nous entoure en termes d'informatique. Voilà. Donc maintenant on fait des codes qui sont capables de corriger les bit flips quand ils arrivent. De quoi vous parlez du coup? Attends, il met encore. Oui, il émet encore, bien sûr, il émet encore, mais il peut plus faire grand chose maintenant. Effectivement, comme dit Serine 21. On atteint de plus en plus de choses parce que plus beaucoup de batterie. Je sais pas, Voyager 2, c'est quoi? C'est panneaux solaires ou c'est ou c'est plutonium? Je sais plus ça. J'ai mis quoi? Non, c'était plutonium aussi. Il n'y a pas de panneaux solaires sur Voyager 2. Donc c'est que la durée de demi-vie du truc, elle doit être assez courte. Peut-être qu'il n'y a plus assez d'atomes radioactifs à l'intérieur, je sais pas. Je sais pas combien de temps ça dure ces trucs-là. Tu sais, Serine 21, combien de temps elle dure, ces batteries au plutonium qu'ils mettent dans les vaisseaux là? Je sais pas du tout comment ça... Oui, c'est ça, et Blues oreilles, oui. Et tu te souviens de quelle vidéo c'était? J'ai vu ça sur une vidéo de vulgarisation, je sais plus qui est-ce qui l'avait fait. C'était pas Veritasium ou un truc comme ça? Ou peut-être Hard Disk, je sais plus. T'avais fait un DM dessus, cool. Serine 21. Je sais plus qui est-ce qui avait fait ça. Attendez, si je tape sur YouTube. La vidéo était cool. C'était Veritasium. Attendez, je vais vous la mettre du coup. YouTube, je cherche Bitflip Veritasium. Alors c'est en anglais, mais vous pouvez avoir les sous-titres, hein, bien sûr. Hop. Voilà, je vous mets le lien ici si ça vous intéresse. C'est ça. Allez, on continue. C'était donc 18,9 milliards de kilomètres. Voilà. À peu près 177 unités astronomiques. Unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Voilà, et donc on compte en unité astronomique parce que les milliards de kilomètres, évidemment, ça commence à être un peu compliqué. Non, 126, pardon, 126,7 unités astronomiques. Je savais bien que je faisais une erreur. Voilà, donc c'est carrément loin. Hein. Pluton est à entre 4 et 6 milliards de kilomètres selon l'endroit sur son orbite. Donc c'est vraiment, vraiment très très loin. Juste pour info, le prochain gros machin après Pluton, Eris, je crois, se situe à... Combien de kilomètres actuellement? Il est entre 5 et 14 milliards de kilomètres. Donc voilà, le cercle sur lequel se situe la sonde Voyager 2 par rapport au Soleil inclut même Eris. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ça commence à être vraiment très loin. Et elle est du côté du Soleil où il y a du coup le bouclier magnétique. Et de l'autre côté, il y a la queue magnétique du coup. Et donc elle l'a traversée. Elle a pu commencer à faire la mesure du milieu interstellaire. Et elle n'en a pas pour très longtemps, j'imagine. Le nuage de Oort est dans l'héliosphère ou en dehors? Mais il doit commencer dedans, je pense, Serine 21. Pas de ce côté-là, mais de l'autre côté, je pense. Et le nuage de Oort, il va jusqu'à... comme dans ma thèse, dans les estimations que j'avais dans ma thèse, c'était 1,5 années-lumière. Mais je sais pas si ça a été changé depuis. La ceinture de Kuiper va jusqu'à une cinquantaine d'unités astronomiques. Attends, 50 UA, ça fait combien? Ah, de tête, comme ça, je l'ai pas. Ça fait 7 milliards de kilomètres, c'est ça. Ouais, la ceinture de Kuiper, c'est de l'ordre de 50 ou 100 unités astronomiques. Donc, c'est de l'ordre de la dizaine de milliards de kilomètres, quoi. Et il doit y avoir une zone de transition ensuite jusqu'au nuage de Oort qui, lui, s'arrête autour de 1,5 années-lumière, quelque chose comme ça.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des hypothèses qui expliquent que peut-être une étoile naine rouge ou une naine brune serait passée aux confins du système solaire il y a quelques dizaines de milliers d'années et aurait envoyé valser quelques comètes. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, voilà. Après, pour savoir si une nuage de Oort est dedans ou pas, ça dépend de quel côté on se place, parce que je crois que l'héliosphère, elle est pas... Allez, ça, l'héliosphère du Soleil, elle est pas sphérique. Regardez. Hop. Tac. Vous voyez, l'héliosphère du Soleil, elle est plus allongée d'un côté que de l'autre. Parce que le Soleil se déplace autour de la galaxie, hein, donc ça fait une onde de choc comme ça. Donc j'imagine que justement d'un côté ça peut toucher le nuage de Oort, mais pas du côté de Voyager 2 en tout cas. Voilà. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Question 8. Ah, je vous ai pas affiché la question, ça va pas? C'est bon. Comment s'appelle la trajectoire permettant de voyager de l'orbite d'une planète à l'orbite d'une autre planète? Est-ce que c'est l'orbite de transfert de Hohmann? Est-ce que c'est la parabole de transfert de Kepler? Est-ce que c'est la trajectoire interplanétaire de Von Braun? Ou est-ce que c'est la ceinture de passage de Van Allen? Je vous laisse répondre à la question. Le bitflip, ça arrive aussi quand on programme mal, et ça a causé le crash du premier lancement d'Ariane 5. Ah d'accord, c'était ça qui a causé le... D'accord. Donc faites attention à vos bitflips, c'est important. Merci KSP. Bah forcément. Forcément. On peut jouer à KSP sans orbite de transfert, mais ça consomme beaucoup de carburant. Alors, je révèle la réponse, c'est parti. Il s'agit de l'orbite de transfert de Hohmann. Et oui, c'est une orbite qui est un morceau d'ellipse en fait, qui part en temps tangentiel à l'orbite de la planète de laquelle on part, et qui va progressivement augmenter en rayon jusqu'à épouser, jusqu'à arriver tangent en fait à l'orbite de la planète d'arrivée. Je vous en dis pas beaucoup plus pour l'instant, puisque la question d'après est la suite de la question d'avant, et si je vous en dis plus, je vous spoil. Donc je ferai l'explication complète après la question d'après. Voilà. Van Allen, c'est bien une ceinture, mais ça n'a rien à voir, c'est une zone de confinement magnétique entre la Lune et la Terre, où tout un tas de particules cosmiques et solaires viennent se ficher, et qui est en fait une zone à traverser pas trop lentement quand on veut quitter le voisinage de la Terre ou le voisinage de la Lune. Sinon, on est grillé à l'intérieur, et ça a été un grand questionnement pour les missions Apollo, mais il se trouve que la trajectoire était assez rapide pour ne pas rester trop de temps dedans et pas cramer les astronautes. Voilà. Van Allen, un rocker, je crois bien aussi, ouais. Von Braun, c'est l'ingénieur qui avait mis au point les missiles V2 des Allemands pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et qui ensuite a été employé par la NASA. Et il a travaillé notamment sur Saturne V. Et Kepler a bien fait de la mécanique céleste, il a écrit les 3 lois de Kepler, mais il n'a pas fait de parabole de transfert. Voilà. Allez, on passe à la suite. Pour passer de la ceinture de Van Allen, il faut faire un saut. Oui, c'est ça. Oui, Saturne 5, oui, tout à fait, Roland Tembo. Je l'ai pas dit, c'est pas ça que j'ai dit autre chose. En tout cas, c'est ça dans ma tête que j'ai dit quand j'ai dit la phrase. Question 9. Partant de la Terre et voulant atteindre l'orbite de Mars, que doit faire mon moteur au départ et à l'arrivée? Est-ce qu'il doit ralentir et ralentir? Est-ce qu'il doit ralentir et accélérer? Est-ce qu'il doit accélérer et ralentir? Est-ce qu'il doit accélérer et accélérer? Donc, action au départ, action à l'arrivée. Et ça, c'est du KSP tout craché. Hein. Grosso modo, c'est comment on s'engage dans l'orbite de transfert de Hohmann et comment on en sort. Pour aller de la Terre à Mars, je rappelle. Hein. Un peu plus technique comme question, mais c'était important de la poser. J'espère que certains d'entre vous trouveront la réponse. Alors, qu'est-ce que ça dit? Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y avait trouvé? Il y avait un piège dans la question. J'ai pas dit voulant se mettre en orbite autour de Mars, c'est atteindre l'orbite de Mars. L'orbite de Mars autour du Soleil. Et effectivement, il faut d'abord accélérer
pour quitter la Terre, si on accélère en fait, qu'est-ce qui va se passer? Comment dire? Le rayon de notre orbite va grandir et on va commencer à suivre une ellipse qui va nous placer en orbite elliptique autour du Soleil. Et arrivé à Mars, on va arriver au sommet de notre ellipse. Et au sommet de notre ellipse, par définition, du coup, notre vitesse par rapport au Soleil va s'annuler. Et donc, on va commencer à redescendre vers le Soleil et être réaccéléré vers le Soleil. C'est pas ça qu'on veut. On veut, du coup, réaccélérer pour rattraper la vitesse de Mars sur son orbite et se mettre tangentiel à son orbite. Voilà. Tandis que si on veut ensuite se mettre en orbite autour de Mars, forcément que, à un moment donné, il va falloir ralentir pour pouvoir être happé par la gravité de Mars et être en orbite autour de Mars. Et ensuite, une fois qu'on devra atterrir sur Mars, là, il va falloir ralentir une deuxième fois pour se décrocher de notre orbite autour de Mars et avoir le rayon orbital qui va décroître jusqu'à ce que notre nouvelle orbite de transfert croise le sol de Mars, là où on va vouloir se poser. Et de manière pas trop abrupte, parce que sinon on va cramer dans l'atmosphère de Mars ou ne pas pouvoir ralentir à temps pour toucher le sol. Si on veut aller de la Terre à Mercure, c'est le contraire. Il faut ralentir pour se laisser déchausser de notre orbite et tomber vers le Soleil. Donc on va se faire accélérer par le Soleil une fois l'action faite. Et donc notre vitesse va augmenter jusqu'à nous mettre sur une orbite elliptique qui va passer très près du Soleil. Et le problème, c'est qu'arrivé à l'orbite de Mercure, du coup, on va aller trop vite. Et donc il faudra ralentir pour choper l'orbite de Mercure. Sinon, on va aller tout droit vers le Soleil. Et si on s'est gouré, on va même foncer dedans. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce que je vous raconte là s'appelle le delta V. C'est la variation de vitesse, en fait. C'est comme ça qu'on raisonne quand on fait du voyage interplanétaire. On parle en delta V. On fait des coups d'accélération et de ralentissement dans les différents axes de l'espace. Là, c'est en 2D ce que je vous ai raconté. Pour aller d'un point à l'autre, en prenant en compte la gravité des différents corps autour de nous et des vitesses à laquelle ils vont. Voilà. Donc il y a différents cas de figure. Bien sûr, on peut aussi utiliser la gravité de certaines planètes ou du Soleil pour avoir un coup d'accélération supplémentaire qui nous permet de changer de trajectoire et d'aller plus vite, plus loin, etc. En gros, au décollage, Ariane 5 allait bien plus vite qu'Ariane 4, sauf qu'elle avait le même logiciel. La vitesse était tellement grande que le logiciel l'a confondu avec une vitesse négative. Du coup, Ariane 5 a tenté de corriger la trajectoire et crash. Ah, je vois. C'est embêtant. C'est embêtant. Donc, si je vous montre une orbite de transfert, vous allez plus comprendre. Orbite de transfert. Hop là. Orbite de transfert, voilà. Hop. Voilà. Tac. Et voilà, on a donc la planète en vert ici, depuis laquelle on part. Donc c'est une planète, on va dire, ça, au milieu, on va dire c'est le Soleil, et en vert c'est la planète Terre qui tourne autour du Soleil, et en rouge c'est la planète Mars. Voilà. Donc si vous voulez aller de la planète Terre à la planète Mars, il faut d'abord quitter l'orbite basse de la Terre avec une accélération. Cette accélération va vous éloigner du Soleil. Et une fois que vous avez accéléré, vous n'avez plus besoin d'accélérer. Avec le principe d'inertie, si aucune force ne s'applique à votre vaisseau, vous allez garder la même vitesse ad vitam aeternam. Sauf que, il n'y a pas aucune force. Il y a la gravité du Soleil qui va progressivement faire diminuer votre vitesse en vous attirant à lui. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Si il m'attire vers moi alors que je partais à la perpendiculaire, eh bien, c'est comme le coup du papillon qui croit que s'il met le lampadaire sur sa droite, il va toujours aller tout droit. Bah, ça marche pour la Lune, mais pas pour le lampadaire, il va se mettre à faire un cercle autour. D'accord? Et donc, vous faites une ellipse, donc une orbite de transfert de Hohmann, qui n'est qu'une ellipse si vous ne faites pas la deuxième action. C'est une orbite de transfert seulement si vous faites la deuxième action. Sinon, c'est un suicide, plus ou moins. Et arrivé à l'orbite de Mars, eh ben, vous voyez que le Soleil vous a tellement ralenti que vous n'avez plus de vitesse par rapport à Mars. Et donc il va falloir réaugmenter votre vitesse, donc refaire un coup d'accélération pour atteindre la vitesse orbitale de Mars et pouvoir la suivre sur son orbite. Ensuite, selon ce que vous voulez faire, un simple survol ou une mise en orbite ou un atterrissage, vous devrez encore faire quelques corrections de trajectoire. Voilà. Donc vous pouvez trouver ça facilement dans Kerbal Space Program et encore plus facilement dans le jeu qui s'appelle Osmos. Ça se fait à la souris, on clique simplement, on a une petite boule de matière, une petite cellule qui flotte dans l'espace, et pour accélérer, il faut qu'on perde du carburant, mais c'est notre masse à nous, donc on perd un peu de masse, et on peut faire comme ça d'un certain niveau des orbites de transfert entre différentes planètes.
Donc je vous invite à jouer à Osmos. C'est un vieux jeu, mais c'est trop bien. Voilà. Et ça peut jouer sur téléphone aussi. Alors. 3615 R2D2. Qu'est-ce qui s'est passé, Roland Tembo? Tout va bien? Ah non, mais du coup, oui, c'est ça. Vous avez mis accélérer à ralentir parce que vous pensiez que je disais atteindre l'orbite autour de Mars. Bon, c'est vrai que la question était peut-être un petit peu troublante. Allez, on passe à la dernière question. La sonde interplanétaire Bepi Colombo est arrivée à destination en octobre 2021. Mais quelle est donc cette destination? Est-ce que c'est Mercure? Est-ce que c'est Cérès? Est-ce que c'est Ganymède? Est-ce que c'est Pallas? C'est en ce moment même. En ce moment même. Pendant ce temps-là, je vous trouve l'image. Trop compliqué les ellipses. Je suis sûr qu'on peut te trouver des vidéos. Je te dis, essaie de jouer à Osmos, tu vas comprendre de façon très intuitive. Je te conseille de regarder sur le jeu Osmos, ouais. Ça va tout de suite s'éclaircir. Je voudrais une image, voilà. Hop. Alors je veux juste que l'image s'affiche. Allez. Ok, ça ne s'affichera pas, d'accord, très bien. Ça ne s'affichera pas. Voilà. Alors. La réponse c'était Mercure. Je me disais bien que vous n'auriez peut-être pas la réponse à cette question, puisque Mercure est une planète peu connue. Mais la sonde Bepi Colombo vient d'arriver à Mercure. Le 1er octobre 2021. La précédente c'était Messenger. Et je crois, sans me tromper, que ce sont les deux seules sondes qui ont observé Mercure. Et donc elle vient d'arriver. Je vous avais mis tout à l'heure une photo de ce qu'on voit depuis la sonde actuellement. Alors, est-ce qu'on m'en parle ici? Je crois qu'il n'y en a eu que deux. Voilà, son Messenger 2008-2009. Ah si, il y a Mariner 10 aussi. En 1974-1975. Donc il y a 3 sondes. C'est ça, Mariner 10, Messenger et Bepi Colombo qui ont observé Mercure. Voilà. C'était donc Mercure. Et voilà, voilà une des premières photos qu'on a reçues. Sonde de l'ESA du coup. Le 1er octobre 2021. À 23h44 temps universel. Voilà. Donc on voit un bout de l'antenne, un bout des réacteurs d'appoint de la sonde, et la surface cratérisée de Mercure, où il est fait très chaud, mais un peu moins que sur Vénus, puisque sur Mercure il n'y a pas d'atmosphère, donc pas d'effet de serre emballé comme sur Vénus. Il est quand même très très chaud, il est très proche du Soleil. Très chaud le jour, très froid la nuit. Il n'y a pas non plus de transfert de chaleur entre le jour et la nuit, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, donc pas de vent pour véhiculer la chaleur, contrairement à Vénus, où il n'y a pas de grande différence entre la nuit et le jour. Voilà. Sur Terre, on a un effet de serre encore pas trop violent, donc pour l'instant, la nuit il fait frais. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Sur Mercure, on fait grimper le Mercure, tout à fait. Mercure qu'il ne faut surtout pas toucher avec vos doigts. Hein. Surtout pas. Allez, je montre les résultats finaux. C'est parti. On a petite Émilie qui... j'ai failli dire on a les boucles d'oreilles. Non, c'est petite Émilie qui a gagné cette fois-ci. Quelqu'un t'a dépassé les boucles d'oreilles. 89 points pour petite Émilie, 55 points pour les boucles d'oreilles, 34 points pour Polo 5 TDI, 30 points pour Cérine 21, 30 points pour ma chérie Splank qui est partie se coucher, mais elle a quand même eu 30 points, même si elle a fait qu'à la moitié des questions. Technoviking 22 points, Adam 1 point, Roland moins 0,1 point et Blair au laveur moins 10 points. Ouais, j'ai divisé par 1000, hein, parce que ça servait à rien de mettre 3 chiffres significatifs, c'était pas très nécessaire. Le sujet était trop pointu pour moi, mais il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu C'est Elle Boucle les Oreilles qui a eu la meilleure réponse, la plus rapide à une question. Tu as eu 18 points à cette question-là, Elle Boucle les Oreilles, et Petite Émilie en deuxième. T'as répondu à une seule et mal. Ah, c'est con. Allez, je ferme le quiz kit. Je vous dis à bientôt sur YouTube et on continue la soirée sur le chat.
Sur le chat de Twitch, on va passer aux actus du jour en astro et on va passer au jeu. À bientôt. Et je vous rappelle, vous pouvez venir sur Twitch. Lien dans la description de la vidéo pour voir la suite en live. C'est parti. Bisous.